Bonsoir, chers apprenants. Aujourd'hui, nous avons comme thème une révision générale du type bac- ma dissertation. Ce sujet s'articule autour du domaine 1, à savoir la réflexion philosophique. Avant, le cours sera divisé en deux parties. Voilà le sujet à traiter. Et la philosophie se développe quand des esprits libres placent la recherche de la vérité devant les préjugés et les conformismes. Il déclare le professeur Suleiman Bachir Diagne. Donc, il est important de savoir que dans une dissertation, il faudrait se demander la question de quoi parle le sujet, de quoi parle le texte, de quoi parle ce sujet, la dissertation. Alors, on peut se demander cette question, on peut se poser cette question. Et la réponse sera facile. Ce sujet nous parle de la philosophie. Mais il nous parle de quoi sur la philosophie? Là, il faut saisir tout simplement ce qu'on appelle l'analyse conceptuelle. C'est-à-dire il faut définir les concepts. Donc, un meilleur traitement de sujet au devoir demande à ce que l'élève puisse tout simplement procéder à ce qu'on appelle une analyse conceptuelle. C'est quoi analyse conceptuelle? J'ouvre le débat. Il peut me dire ce qu'est l'analyse conceptuelle. C'est quoi une analyse conceptuelle? Oui, mais ça, mais C'est ça, définir les mots-clés. de définir les mots-clés. Oui. C'est-à-dire définir les mots qui tout simplement reflètent, qui constituent tout simplement le libellé du sujet. Si on avait à relever les mots, quels sont les mots qui tout simplement sont intéressants, qui portent le centre du sujet? Alors, quel autre terme pour nous reformuler ici? On peut prendre esprit libre. Oui, Khadija Diop. Monsieur, excusez-moi, j'avais des écouteurs. Je vois, c'est vrai. Il n'y a pas de problème. Ici, il y a aussi la vérité Il y a la et le vérité. oui, Il y a, conformisme aussi. d'accord. Donc, on peut voir tout simplement les préjugés et les conformismes. C'est bon? D'accord. Je pense que ce sont les mots qui vous posent problème ici. Parce que la philosophie est un mot polysémique qui admet plusieurs définitions. Vous l'avez appris au début du programme que la philosophie ne se définit pas de manière générale. Elle ne se définit pas de manière personnelle. Elle ne se définit pas de manière canonique, mais de manière personnelle. Ce qui a permis à Kant, ce qui a permis tout simplement à Nietzsche de considérer que philosopher, c'est apprendre à vivre. Pourtant, un autre philosophe du nom de Platon, un philosophe de l'Antiquité, pense que philosopher, c'est apprendre à mourir. Ces deux définitions-là sont contradictoires et pourtant, toutes les deux gardent leur statut de définition en philosophie. Ce qui renvoie tout simplement que la philosophie a une définition, pas tout simplement une notion polysémique. La philosophie est une notion polysémique et a une multitude de définitions. Mais il faudrait savoir la définir selon l'angle du sujet. Parce que quand on relit le sujet, on va d'abord parler de ce qu'est l'analyse conceptuelle. Bon. Alors, l'analyse conceptuelle, c'est tout simplement le fait de définir euh, des termes qui vous permettent de pouvoir mieux comprendre le sujet et de procéder, n'est-ce pas, soit dans l'introduction, lorsque vous préférez partir par ce qu'on appelle définition ou élucidation conceptuelle. C'est-à-dire, on peut dire la définition, la définition pourrait se faire, la définition pourrait se faire, pourrait se faire dans l'introduction. La définition pourrait se faire dans l'introduction que vous avez à analyser. Après avoir les analysés, vous pouvez utiliser ces termes dans l'introduction, c'est-à-dire partir par ce qu'on appelle une méthode par définition. Soit vous les utilisez au début de votre développement. C'est-à-dire, au début de votre développement, vous pouvez tout simplement partir, n'est-ce pas, à éclairer les termes qui regroupent tout simplement la quintessence du sujet. Donc, on peut le faire au début, soit dans l'introduction, soit au début du développement. Si vous situez le sujet par une autre méthode, c'est-à-dire, si vous situez le sujet
Je m'explique. Si vous étudiez le sujet par une autre méthode. D'accord. Alors, re- regardez bien. J'ai dit, après, on va revenir pour travailler, n'est-ce pas, proprement, si dans l'autre page. Alors, dans l'analyse conceptuelle, que permet l'analyse conceptuelle? Je dis que l'analyse conceptuelle est une définition des termes. Et notamment, vous m'avez signalé les termes à définir, à savoir philosophie, à savoir l'expression esprit libre, à savoir préjugé, à savoir conformisme. Maintenant, à quoi servent ces définitions-là? Ces définitions peuvent servir tout simplement de moyen pour introduire. C'est-à-dire que vous pouvez prendre ces définitions pour en faire une amorce. Soit vous l'utilisez au début de votre développement. C'est pourquoi j'ai dit la définition pourrait se faire dans l'introduction, soit au début du développement, si vous étudiez le sujet par une autre méthode. C'est-à-dire, si vous étudiez le sujet, si vous faites de l'amorce par une autre méthode, soit par citation, soit par anecdote, entre autres, vous pouvez utiliser les concepts. Maintenant, vu que vous m'avez précisé, n'est-ce pas, les concepts à définir, alors on va essayer de définir la philosophie ensemble. On va essayer de définir l'expression philosophie. Vu que je vous ai dit que la philosophie met plusieurs définitions, c'est un terme polysémique, mais sa définition varie selon tout simplement le contexte. Si l'autre dit que la philosophie se développe, la philosophie connaît une évolution, la philosophie grandit, la philosophie connaît une extension, et il donne une condition. Quand, quand est-ce, quand des esprits libres, quand des esprits autonomes, quand des esprits indépendants, n'est-ce pas, mettent en place mettre en place la recherche de la vérité, c'est-à-dire mettre en place le questionnement, la quête perpétuelle de la vérité avant les préjugés et les conformismes. Donc, on entend que les préjugés et les conformismes sont des obstacles pour l'épanouissement de la philosophie. Alors, donc, quel angle pourrait-on entendre le mot philosophie? Qui peut intervenir sur l'entendement qu'on peut faire du mot philosophie? Le débat est ouvert. On va traiter le sujet ensemble. Le mot philosophie. Quel entendement pourrait-on avoir sur le mot philosophie? Qui pourrait essayer? Qui pourrait essayer? Alors, l'autre dit que la philosophie se développe. Oui, Khadija. On peut définir la philosophie comme étant une entreprise de réflexion libre et critique. Très bien. C'est-à-dire, dans votre définition, on doit y entendre la réflexion, on doit y entendre le questionnement, la critique. C'est bon? Oui, Ndeye Maïmouna Diop. Ndeye Maïmouna. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. 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 On peut Allez-y. définir la philosophie comme étant Mhm. une activité de réflexion critique qui met en avant le doute en vue de rechercher la vérité. Oui, en effet. C'est-à-dire, quand vous mettez ici le caractère critique de la philosophie dans la définition de la philosophie, vous y êtes. C'est très bien. Hein, ça? Oui, hein, ça? La philosophie est une activité de réflexion basée sur le raisonnement et le questionnement. Effectivement. Effectivement. Il faut mettre en exergue l'esprit critique. Oui, Fatima, Thiam, Fatima, si ça va, donc, on va essayer de faire une proposition parallèle. Oui, Fatima. On peut définir la philosophie est une discipline qui cherche à comprendre et à expliquer les principes fondamentaux de l'existence, de la Oui, connaissance, de la vérité, de la morale, de la beauté, de l'esprit et du langage. effectivement, vous avez bien défini, mais vous n'avez pas précisé le moyen par lequel la philosophie va passer pour étudier toutes ces choses-là. Quel est le moyen par lequel la philosophie passe? C'est la clé, c'est la critique, Fatima. Oui, c'est Il la faut, critique. dans votre définition, on doit entendre la critique. C'est bon? Ah, ok. Il Oui, faut c'est y bon, ajouter la monsieur. critique. C'est bon, Mme Diarra Souran? Mme Monsieur, Diarra? Oui, monsieur, oui, bonsoir. oui, Euh, bonsoir. on peut définir la philosophie comme une réflexion critique et rationnelle basée sur le doute. Effectivement. Je vous dis, dans la définition, dans le sens du sujet, il faudrait Mhm. mettre en valeur la critique et la réflexion. Oui, parce qu'on dit la philosophie se développe comme des esprits libres autonomes tentent à rechercher la vérité. Mais comment les esprits libres et autonomes tentent à chercher la vérité? Par la critique.
Oui, Kinelo. Bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur, on peut définir la philosophie comme une réflexion sur les savoirs disponibles. Mais comment? Il faut montrer la manière de réfléchir philosophiquement. Il ne faut pas dire une manière de réfléchir, mais une manière de réfléchir. La philosophie est une réflexion de manière critique. Il faut y mettre la critique. D'accord. Oui, Fatima. Fatima, vous voulez revenir? En fait, Non. c'est une autre définition, c'est pourquoi Donc, allez-y. on peut définir la philosophie comme une réflexion rationnelle, critique et libre sur les grandes questions que l'être humain se pose. Effectivement, c'est une très bonne introduction, définition. C'est une très bonne définition. D'accord. Merci Oui, beaucoup. on va prendre la dernière intervenante, Sokhna Mame Diarra Gueye Dia. Elle peut être définie Oui. comme une démarche intellectuelle Mhm. fondée sur la recherche, On est sur la recherche, très bien. libre et rigoureuse de la vérité. Oui, mais il faut y mettre critique. Fondée sur une recherche critique. Une Libre recherche et critique, critique, très bien. Libre et rigoureuse sur la rigoureuse. vérité. Très bien. C'est bon? D'accord. Oui. D'accord. Parce que cette définition, tout simplement, dans la définition de la philosophie, on doit y comprendre l'aspect. L'auteur l'a mis en exergue quand il dit que la philosophie se développe quand des esprits libres. Ces esprits libres-là, ils placent la recherche de la vérité. Comment ils les placent? Alors, cette recherche de la vérité est placée de manière critique. Alors, c'est pourquoi ça nous permet un peu d'avancer. On va essayer de définir la philosophie de deux points. Amour, amour de la sagesse. Alors, vous comprenez le terme amour de la sagesse. Amour de la sagesse, amour qui traduit manque la sagesse, le savoir. Donc, le philosophe est quelqu'un qui ne possède pas le savoir, mais qui est dépourvu de savoir. Il va il manque ce qu'il n'a pas et il va à sa. Alors, donc on dit la philosophie, amour de la sagesse, mais également, la philosophie est une quête de la vérité. Amour de la sagesse, quête de la vérité. Point virgule, une réflexion, une réflexion personnelle, une réflexion personnelle et critique. Une réflexion personnelle et critique, la plus d'une réflexion personnelle et critique, attitude, attitude rationnelle et critique. D'accord. Donc, on peut dire que la philosophie est est l'amour de la sagesse, parce que par le mot amour, on a manque qui renvoie tout simplement à ce que l'on n'a pas, ce que l'on ne possède pas, ce que l'on désire. Alors, comme nous dit Socrate dans le banquet de Platon, l'amour se, l'amour se traduit par un sentiment, l'amour se définit par un sentiment qui traduit un désir. Alors que pour Socrate, on ne désire que ce que l'on n'a pas encore. Donc, la vie est une quête de la vérité, parce que le philosophe, il est dépourvu de savoir, raison pour laquelle il va à la quête. Comment il va? De manière personnelle, critique. Donc, c'est une attitude rationnelle et critique. Quand vous voyez les termes que j'ai regroupés, alors ça va expliquer tout simplement la démarche philosophique. D'abord, la philosophie, c'est un sentiment de manque qui traduit l'amour. On manque quoi? La sagesse, le savoir. Et quand on manque le savoir et on sait qu'on manque le savoir, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à sa quête. C'est pourquoi dans la deuxième, n'est-ce pas, tentative de définition, on a de la vérité. Mais comment se fait la quête? La quête se fait par une réflexion personnelle, c'est-à-dire une réflexion indépendante, une réflexion autonome. Pourtant, ça se distingue des préjugés. Les préjugés sont des idées, n'est-ce pas, préétablies, sans notre, n'est-ce pas, sans notre accord. Alors, donc, les conformismes également, c'est des idées que l'on se conforme directement, sans autant faire intervenir la raison. Comme le dit tout simplement Bertrand Russell, celui qui n'a aucune teinture de philosophie traverse l'existence prisonnier des préjugés dérivés du sens commun, des croyances et des convictions grandies en lui, sans la coopération ni le consentement de sa raison. Donc, que dit Bertrand Russell dans ce sens? Il dit que donc, celui qui a l'attitude, n'est-ce pas, de l'homme du sens commun, il est un préjugé.
Alors, celui qui a l'attitude de l'homme du sens commun, il est un conformiste. Alors, il se conforme à ce qui est communément admis. Dès lors, cet individu-là, selon Bertrand Russell, est considéré comme un prisonnier. Il est un prisonnier. Il est un prisonnier, prisonnier des croyances habituelles à son temps, prisonnier des convictions qui ont grandi avec lui, sans la coopération ni le consentement, sans l'intervention de sa raison. Une telle attitude n'est pas carrément philosophique. C'est pourquoi Platon, dans l'allégorie de la caverne ou dans le mythe de la caverne, nous fait savoir que c'est lui, le prisonnier qui se détache pour faire face à la réalité et revenir informer les autres prisonniers, c'est celui qui est assimilable, n'est-ce pas, qui est considéré comme un philosophe. Un philosophe, c'est celui qui se détache du lot du sens commun, celui qui se détache du lot des communs des mortels, celui qui se détache de la pensée commune afin de mieux voir les choses. Raison pour laquelle le philosophe Vladimir Jankélévitch dit que philosophie revient à ceci, se comporter à l'égard du monde comme si rien n'allait de soi. C'est-à-dire que si tout le monde dit oui, le philosophe doit dire non. Donc le philosophe est celui qui transforme en problème les solutions de la foule. Le philosophe est celui qui transforme en problème toutes les solutions établies par la collectivité. Autrement dit, donc, le philosophe est celui qui dit non là où tout le monde dit oui, ou celui qui dit en y pensant ce que tout le monde dit sans y penser. Pourquoi? Parce que le philosophe est celui tout simplement qui se pose, qui va chercher à s'écarter de la pensée commune afin de fonder ses propres pensées, des pensées qui lui sont personnelles. Raison pour laquelle Edmund Husserl nous dit qu'on veut vraiment devenir philosophe devra une fois dans sa vie se replier sur soi-même, au-dedans de soi, tenter de renverser toute science admise jusqu'ici et tenter de le reconstruire. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que celui qui veut, n'est-ce pas, s'adonner à la philosophie doit commencer par nier, n'est-ce pas, ce qu'on lui a fait savoir. Raison pour laquelle Alain dit que penser, c'est dire non. Penser, c'est nier ce que l'on sait. Raison pour laquelle également le philosophe Marcin Toa, le philosophe camerounais, le philosophe contemporain, nous dit également que la philosophie, c'est soumettre l'héritage philosophique et culturel à une critique sans complaisance. Il dit à ces termes, aucune idée, aucune notion, si vénérable soit-elle, n'est recevable avant d'être passée au crible de la pensée critique. Ça veut dire quoi? Donc, en philosophie, il faudrait toujours commencer par faire une table rase. Raison pour laquelle le professeur Souleymane Bassirou Diagne, philosophe sénégalais, nous dit tout simplement qu'il faudrait chercher, n'est-ce pas, à se débracher, à tout simplement se détacher des préjugés, se détacher du conformisme, qui sont des attitudes de l'homme du sens commun, pour pouvoir, n'est-ce pas, essayer de se projeter à la philosophie. Donc, en deuxième lieu, on va tout simplement essayer de définir l'esprit libre. Alors, donc, il y a Ibrahim Dia qui me dit que monsieur, vous parlez trop vite, on ne capte pas ce que vous dites. Je m'excuse. D'accord, Ibrahim. C'est-à-dire que je pensais que ces expressions-là ont été déjà abordées, ces citations-là ont été déjà abordées, raison pour laquelle, vu que c'est une révision, je voulais aller beaucoup plus rapide parce qu'on doit traiter le sujet. C'est la raison pour laquelle je soulève ces choses. Mais quand le professeur Souleymane Bastidiane nous dit, donc je vais faire mollo mollo, quand Souleymane Bastidiane nous dit, la philosophie se développe, là vous connaissez, il dit, donc la philosophie connaît une extension, la philosophie s'élargit, la philosophie, n'est-ce pas, continuera à survivre. Comment? On est quand des esprits libres, c'est-à-dire des esprits autonomes. Quand on parle de l'esprit, on fait allusion à l'homme, des individus autonomes, libres, n'est-ce pas? Comment vont commencer d'abord par rechercher la vérité avant, n'est-ce pas, de s'adonner à des préjugés ou des conformismes. Alors, les préjugés et les conformismes sont des attitudes, n'est-ce pas, de l'homme du sens commun, ce sont des valeurs du sens commun qui nous empêchent de philosopher. C'est pourquoi je vous dis, le philosophe Bertrand Russell nous avait dit dans son ouvrage, il nous dit tout simplement que la valeur de la philosophie doit en réalité surtout résider dans son caractère incertain. Pourquoi il le dit? Il dit car celui qui n'a qu'une teinture de philosophie, celui qui ne philosophe pas, demeure toute sa vie prisonnier, prisonnier des préjugés dérivés du sens commun, prisonnier des croyances habituelles en son époque, sans la coopération ni l'intervention de la raison. Parce que pour un tel individu, l'homme qui se nourrit des préjugés, des conformismes, il pense que le monde en définition est évident. Même l'étrangeté des choses ne pousse pas à l'émerveillement. Les choses les plus ordinaires sont rejetées avec mépris. Alors que la philosophie souhaiterait voir que dans sa démarche, que celui qui veut philosopher doit chercher d'abord à faire une table rase.
C'est pourquoi Alain dit que penser, c'est nier le savoir. Penser, c'est nier ce que l'on sait. Et le philosophe Edmund Husserl nous dit tout simplement que donc celui qui doit philosopher doit chercher à faire une table rase. Il le dit explicitement pour dire quiconque veut vraiment devenir philosophe devra une fois dans sa vie se replier sur soi-même, au-dedans de soi, tenter de renverser sciences admises jusqu'ici, tenter de les reconstruire. Donc, pour pouvoir philosopher, il faudrait commencer d'abord par critiquer l'idée préétablie antérieurement sans l'intervention de la raison. C'est la raison pour laquelle également le philosophe camerounais du nom de Marcin Towa nous dit que philosopher, c'est soumettre l'héritage philosophique et culturel à une critique sans complaisance. Il continue à dire qu'une idée, aucune notion, si vénérable soit-elle, n'est recevable avant d'être avant d'être passée au crible de la pensée critique. Ça veut dire qu'en philosophie, il n'y a pas une idée à accepter sans pour autant que cette idée soit remise en question, sans pour autant que cette idée soit, n'est-ce pas, soit vue de manière critique. Raison pour laquelle Vladimir Jankélévitch nous dit que philosopher revient à ceci. Pour philosopher, il faut avoir un comportement. On dit à Vladimir Jankélévitch, quel est ce comportement? Il se comporter à l'égard du monde. Prendre prend un net recul, prendre une distance par rapport, n'est-ce pas, au monde du commun des mortels, c'est-à-dire par rapport au monde où les vérités ne sont pas établies de manière rationnelle. Donc, la démarche philosophique souhaiterait que celui qui doit philosopher doit en finir, doit mettre à l'écart tous les préjugés, tous les conformismes, parce que ce sont des choses qui nous dispensent, qui nous empêchent d'évoluer dans la philosophie. D'accord. Donc, on va essayer de définir, n'est-ce pas, l'expression esprit libre. C'est quoi un esprit libre? Alors, je vous pose la question, on ouvre le débat, c'est quoi un esprit libre? Alors, c'est quoi un esprit libre? Oui, Mme Diarra, c'est quoi un esprit libre? Monsieur, vous l'avez dit tout à l'heure, un esprit libre est un esprit qui est autonome, Effectivement. un esprit qui est capable de faire une remise en question. Mhm. Parce que cette remise en question commence par soi-même. Mhm. C'est-à-dire, cette personne doit douter de lui, d'elle-même. C'est-à-dire, cette réflexion commence d'abord par soi-même. Oui, effectivement. Effectivement. Mhm. En tout cas, Ça on peut qu'on dire appelle. que c'est un esprit critique peut-être qui Oui, n'a pas de barrière. effectivement. Ouais. Effectivement. Alors, c'est pourquoi on dit que la philosophie naît de la conviction que toute idée faite est toujours mal faite. C'est-à-dire ce qu'on appelle, il y a une absence de réponse figée dans la philosophie. En philosophie, toute Exactement. réponse posée, n'est-ce pas, peut engendrer une nouvelle question. C'est pourquoi Ouais. Carl Jesper se dit que philosopher, c'est être en route. En philosophie, les questions sont beaucoup plus essentielles que les réponses et que chaque réponse donne un départ d'une nouvelle question. Là, il faudrait avoir un esprit libre et autonome. Par exemple, dans la religion, on n'a pas un esprit libre parce que notre esprit n'est pas autorisé à penser dans certains domaines. Alors, pourtant, dans le mythe, dans le sens commun, on n'est pas cet esprit libre parce qu'on nous a fait croire des choses, n'est-ce pas, en notre enfance, à l'âge immature de notre esprit. Alors, quand on est en train de philosopher, on est un esprit libre capable de poser n'importe quelle question, dans n'importe quel moment et sur n'importe quel sujet. Adijatou? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. On peut définir les esprits libres comme des personnes qui pensent par elles-mêmes, Oui, sans se laisser guider aveuglément par les traditions, les règles effectivement, sociales ou l'autorité. Je effectivement, veux dire, je veux dire sur cela, on peut dire aussi, l'esprit libre, c'est quelqu'un qui pense de façon indépendante, critique et courageuse. effectivement, effectivement. Très bonne définition. Très bonne définition. Alors, c'est pourquoi je dis, oui, Fatima, vous voulez revenir? Non, c'est bon. D'accord. Donc, suivez, je suis en train de vous faire part, n'est-ce pas, de la définition. Alors, un esprit libre est un esprit autonome et critique. Capable, un esprit autonome et critique, capable de penser par soi-même, comme je l'ai dit tantôt. Alors, capable de penser par soi-même. Alors, on appelle esprit critique un esprit autonome
un esprit libre, un esprit capable de former ses propres idées, n'est-ce pas? Et de justifier ses croyances et de justifier ses croyances et de justifier ses croyances. Alors, et nous savons tous, et je vous pose une question, est-ce que l'esprit libre qu'a le philosophe est égal à l'esprit de l'homme du sens commun? Si oui, comment? Sinon, comment? Est-ce que l'esprit libre du philosophe, l'esprit autonome, cet esprit critique-là, capable de penser par soi-même, de justifier ses croyances, est à, est égal à l'esprit de l'homme du sens commun? Et pour me caractériser l'esprit de l'homme du sens commun? Oui, Mamdiara Souran. Mamdiara. Monsieur, l'esprit de l'homme du sens commun, le sens commun, monsieur, je peux prendre l'exemple de la société. Oui, Parce que, monsieur, la société, elle agit machinalement. Elle agit sans se poser des questions, sans remettre en question. Elle adhère à tout, sans pour mhm. autant douter, quoi. C'est ça, l'esprit Effectivement, de l'homme effectivement. du sens commun. Il adhère à toutes les croyances sans autant Donc, recourir à un esprit critique. effectivement, donc vous revenez à l'un des termes du sujet, l'homme du sens commun, donc, est un conformiste. Il est Oui, dans c'est le un conformisme. conformisme. Oui, il est dans les préjugés, dans les opinions mal fondées. Effectivement. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans une réflexion personnelle. Ils ne font pas ses propres, ils ne forment pas ses propres idées. Voilà, il est dans le D'accord, conformisme. d'accord. Oui, Insa, très bien. Très belle intervention. Oui, Insa. Ajouter qu'il serait éthique. Insa, je vous entends très faiblement. Je vous Je veux entends très dire que, faiblement. Oui. Mhm. vous m'entendez? Oui, je vous entends, mais très faiblement. Après, c'est le réseau. Et allez-y, maintenant, je vous entends. Je veux dire que qu'il se, déjà, qu'il n'aime pas toute opposition qui est contre la société. Il est contre les anticonformistes, quoi. Le philosophe, l'homme du Non, sens non, commun. sens commun. Il n'aime Oui, aucun. très bien. C'est Quelque pourquoi chose. Il le n'aime pas. philosophe quelque part peut être considéré comme un marginal, un déviant, Oui, hommage. parce Oui. que dans nos préjugés, on nous fait croire tout simplement qu'on doit accepter tout ce que l'on nous dit, tout ce que l'on nous transmet de manière traditionnelle. Alors, raison pour laquelle même Socrate, vous pouvez prendre cet exemple, a été condamné, n'est-ce pas, à boire un poison mortel. Pourquoi? Parce qu'on l'a considéré comme quelqu'un qui renonce, n'est-ce pas, aux dieux, aux croyances de sa cité, voulant introduire de nouvelles divinités, et quelqu'un qui corrompt la jeunesse. Ça dit qu'il a été considéré comme quelqu'un qui est contre la tradition, quelqu'un qui s'oppose, n'est-ce pas, à sa société, à ses valeurs, n'est-ce pas? Donc, pour dire que donc, l'exemple de Socrate en est un parfait exemple pour montrer que le philosophe, il est un anticonformiste, bien sûr, parce qu'il forme ses propres idées, alors que le conformiste se conforme à ce qui est majoritairement. dit. Très bien. Donc, on va continuer. Alors, donc, un esprit autonome et critique capable de penser par soi-même et de justifier ses croyances. Contrairement à l'esprit de l'homme du sens commun, mettez contrairement, oui, oui, Yacine, Bonsoir, Pierre. oui, bonsoir, Je vais donner la définition un homme de sens commun. oui, C'est un homme allez-y. qui accepte tout ce qu'on l'on dit. C'est un homme euh, qui ne pense pas, qui accepte tout ce que la société le donne. C'est un Très homme bien. du bonheur du monde. C'est un homme qui accepte tout ce qu'il dit. Mais, Yacine, donc, Hmm? pour à ta définition, est-ce que l'homme du sens commun n'est-il pas un prisonnier? Yacine? Et est-ce que dans ce cas, l'homme du sens commun n'est-il pas un prisonnier? Oui. Euh, Ibrahim Dia, prêt à Studio, on passe à Studio. Ibrahim, Bonsoir.
Oui, bonsoir. Monsieur, pour le sens commun, Oui, on peut dire que le sens commun est celui qui est dans la dictature du on. oui, effectivement. L'homme du sens commun est celui qui est dans l'institut du on, c'est-à-dire on veut dire, n'est-ce pas, une expression qui responsabilise tout le monde. Quand vous dites on, n'est-ce pas, c'est pas toi seulement qui dis, mais vous dites à la place des autres. Alors, c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle Gaston Bachelard a dit que l'opinion, c'est-à-dire le sens commun, pense mal. Elle ne pense même pas, on ne peut rien fonder sur elle. C'est dans la formation de l'esprit scientifique. Son ouvrage s'intitule La formation de l'esprit scientifique. Gaston Bachelard a dit l'opinion pense mal, elle ne pense même pas, on ne peut rien fonder sur elle. Mieux vaut la détruire. Parce que pour Bachelard, l'opinion a toujours tendance à transformer les besoins en matière de connaissance. Et l'opinion, n'est-ce pas, est une expression selon Bachelard qui est on, alors qu'on n'est pas responsable. Oui, Fatima Chap, Fatima, Fatima, Monsieur, oui, en fait, je voulais vous dire sur l'homme du sens commun. oui, Je voulais donner quelques idées. En allez-y, fait, dans le sens commun. En fait, dans le oui, sens commun, c'est-à-dire dans la pensée quotidienne, oui, l'esprit est souvent vu comme ce qui distingue l'homme des autres êtres vivants. Il est associé à la effectivement, pensée, à la raison, à la conscience effectivement, et à la réflexion. effectivement. Alors maintenant, mais l'homme du sens commun se contente à ce que les autres lui rapportent. Alors, il ne se fie pas à lui-même. Alors, il se contente à ce que l'on lui dit. Alors que la philosophie est une réflexion qui se veut libre et autonome. Et alors, celui qui est philosophe doit être capable de former ses propres idées. Alors, retenez, c'est la raison pour laquelle je vous dis que que l'esprit libre est un esprit autonome et critique capable de penser par soi-même et de justifier ses croyances, contrairement à l'esprit de l'homme du sens commun qui est prisonnier des préjugés de son milieu, des croyances habituelles à son temps et des idées préconçues, se contentant à ce que l'on lui dit, se contentant ainsi de la pensée commune. Donc, l'homme du sens commun se contente de la pensée commune, c'est-à-dire de la pensée des autres. Et pourtant, si vous prenez, n'est-ce pas, le texte de Bertrand Russell nous fait savoir tout simplement que celui qui n'a aucune teinte de philosophie traverse l'existence, durant son existence, prisonnier des préjugés dérivés du sens commun. Il est prisonnier des préjugés. Comment sont devenus ces préjugés? Il dit que, qui sont grandis en lui, sous forme, n'est-ce pas, de croyances habituelles à son temps, à son pays, à son époque, des convictions avec lesquelles il a grandi, et sans l'intervention de la raison. Oui, Mamdia Rosfran, prêt Abdaziz, comme ça prépare. Monsieur, à la question, est-ce que vous avez posé une question tout à l'heure? Est-ce que l'homme du sens commun n'est pas un prisonnier? Oui, Oui. vous n'avez pas répondu à cette question. Hein? Vous n'avez pas répondu à cette question. Est-ce que donc, dans ce sens, l'homme du sens commun n'est-il pas un prisonnier? Oui, à cette question, je voulais dire oui. Oui, L'homme du il sens est. commun, oui, l'homme du sens Allez-y. commun, il est un prisonnier des opinions, des croyances Effectivement. qu'il adhère. Il pense qu'il est dans le vrai monde, il pense qu'il détient la connaissance réelle, alors qu'en D'accord. réalité, il est dans l'illusion. C'est ce Il que, est dans, comme vous l'avez, il est dans l'illusion. effectivement, il est ce qu'on appelle la morne assurance des savoirs établis. Je vais vous écrire ça. L'homme du sens commun, l'homme du sens commun est dans la morne, est dans la morne assurance des savoirs, est dans la morne assurance des savoirs établis. Alors, c'est quoi la morne assurance des savoirs établis? Quand on dit que l'homme du sens commun est dans la morne assurance des savoirs établis, ça veut dire que l'homme du sens commun, il pense suffisamment, n'est-ce pas, pourvu de connaissances. Il pense posséder suffisamment de connaissances. Alors, ces connaissances-là, n'est-ce pas, que l'homme du sens commun fait illusion de posséder, on les appelle des fausses
des fausses certitudes. Parce qu'on appelle certitude ferme décision de posséder la vérité. Donc, l'homme du sens commun, n'est-ce pas? Et dans la monde assurance des savoirs établis, pourquoi? Parce que il est tout simplement, il a des fausses certitudes. Il pense connaître, il pense suffisamment, n'est-ce pas, pourvu de connaissances, de, de sorte qu'il ne se pose pas de questions et il pense qu'il, n'est-ce pas, il n'y a plus de questions à se poser. Toutes les questions ont été répondues et il se conforme à ce qui est dit. Oui, Abdaz Zingom. Oui, Abdaz Zingom. Oui, Oui, salut monsieur. oui. Bon, comment dirais l'homme du sens commun, je pourrais le définir comme, comme celui qui s'appuie sur l'expérience quotidienne, les traditions, Effectivement, l'opinion. Oui, effectivement. Effectivement. Ce que j'appelle des savoirs établis. Il a des idées préconçues. Alors, on va descendre un peu, vous allez voir. Alors, quand je dis tout simplement, reprenez toute la définition de l'esprit libre. Je dis qu'un esprit libre est un esprit autonome et critique, capable de penser par soi-même et de justifier ses croyances. Là, c'est l'esprit du philosophe. Je dis contrairement à l'esprit de l'homme du sens commun, qui est prisonnier des préjugés de son milieu, des croyances, des croyances habituelles à son temps et des idées préconçues. Là, c'est ce que je voulais dire. Les idées préconçues, c'est-à-dire les idées, n'est-ce pas, qu'il a reçues et les considère comme des idées vraies, des vraies certitudes, alors qu'en réalité, c'est ce qu'on appelle fausses certitudes. Parce que l'homme du sens commun pense être suffisamment pourvu. C'est pourquoi Bertrand Russell nous dit que dès que nous commençons à penser conformément à la philosophie, nous voyons même que les choses les plus ordinaires de la vie quotidienne posent des problèmes auxquels on ne trouve que des réponses très simples. Oui, Fatima Chab. Fatima, En fait, monsieur, je voulais vous demander, oui, monsieur, je voulais vous oui. demander, est-ce qu'on peut prendre l'exemple chez Platon et Nietzsche? Est-ce qu'on peut prendre Platon. l'exemple chez Platon et Nietzsche? Oui, effectivement, là, c'est montrer le caractère libre, autonome et personnel de la philosophie. Tous les deux sont des philosophes, mais Oui. on définit la philosophie de manière différente. Et que toutes les deux définitions sont acceptées et acceptables au niveau de tous. Oui, c'est un bon exemple. Oui, c'est là où C'est un bon exemple. Platon, oui, parce que c'est là où Platon dit, dans l'allégorie de la caverne, montre que Oui, les hommes oui, croient connaître la réalité alors qu'ils ne voient que des ombres. Ils sont prisonniers effectivement. de l'ignorance. Ces Et ombres-là, on les appelle. Dit que, Oui, oui, allez-y, et je vous écoute. Nietzsche dit que Nietzsche critique aussi l'homme ordinaire qui suit Oui, les valeurs traditionnelles sans les remettre en question. Il n'est pas un esprit libre. il n'est pas un esprit, il est un esprit influencé par sa société. Alors, on comprend également dans l'allégorie de la caverne que Platon nous fait savoir les ombres qui, n'est-ce pas, que les prisonniers considéraient comme vraies. Ce qu'ils voyaient, ce n'était pas une vérité, mais ils avaient des certitudes. On les appelle des fausses certitudes. La fausse certitude, c'est ce qu'on appelle une ferme conviction de posséder la vérité. Même si ce que vous, n'est-ce pas, ce que vous dites, ce que vous considérez n'est pas vrai, mais vous pensez que c'est la vérité. Alors, on va se procéder au préjugé. Le mot même a, n'est-ce pas, peut se définir de par sa, n'est-ce pas, de par sa composition, n'est-ce pas, grammaticale. Alors, un préjugé. Alors, c'est quoi un préjugé? Oui, il y a Aïssata Aïdania qui dit que l'homme du sens commun, croyant détenu toutes les connaissances, ils deviennent dépendants des croyances. Oui, effectivement. Oui, qu'est-ce qu'un préjugé? Oui, Mamdiara, qu'est-ce qu'un préjugé? Monsieur, un préjugé, des préjugés, ce sont des opinions mal fondées, basées sur l'incertitude. D'accord. Mais d'où viennent ces préjugés-là? Ces préjugés, ça vient de la société Effectivement. ou C'est-à-dire, bien des c'est des croyances choses, établies, effectivement, c'est des choses qu'on nous a inculquées, inculquées au moment où notre esprit n'était pas mature. Et matures. voilà, effectivement, nous les considérons effectivement comme des vérités éternelles. Oui, Fatima, Oui, monsieur, on peut définir le préjugé. oui, Est un jugement formé avant de oui, connaître réellement une personne, une effectivement, situation ou un regardez, fait. effectivement, regardez, je vais vous montrer comment le mot est composé. Vous avez vu, il y a pré et jus.
juger. Pré signifie avant. Donc, préjugé veut dire un jugement qui est fait avant, n'est-ce pas, de faire contact avec la vérité ou tout simplement avant de saisir par la raison la vérité. Je vous donne un exemple, une histoire. Dans un village où vivait un gars très riche, mais le gars était timide et il passait inaperçu. Dans ce même village vivait également un célèbre boulanger qui, pendant des années, plus qu'une décennie, distribuait du pain chaque matin. Et également, dans ce même village, il y a un célèbre boucher, plus presque d'une décennie également, qui distribue de la viande pour chacun, pour chaque maison. Le gars qui est très riche, bien évidemment, qui était très timide et passé inaperçu, avait reçu des préjugés venant n'est-ce pas, de la part de ses voisins. Ils disaient que tout simplement, cet individu-là, cet homme-là n'est pas un bon gars. C'est pas un gars qui partage ses biens parce qu'il est beaucoup plus riche que le boulanger. Il est beaucoup plus riche que le boucher, mais il n'est même pas capable de partager ses biens avec les autres. Le gars tombe malade. Il n'a reçu aucune visite venant de ses voisins jusqu'à sa mort. Les voisins également n'ont pas assisté à la cérémonie de prière, à l'enterrement, entre autres. Même sa famille était étonnée par cette situation. Parce que les gens se disaient qu'ils ne s'imprégnaient pas des affaires de la cité. Les gens également n'ont rien à, n'est-ce pas, à à faire contact avec. Un jour, n'est-ce pas, on aurait resté une semaine après, le célèbre boulanger arrête de distribuer du pain. Le célèbre boucher a également arrêté de distribuer de la viande. Les villageois, n'est-ce pas, étaient un peu offusqués de ce comportement qui n'a jamais eu lieu presque plus de 10 ans. Ils se regroupent, les notables et dignitaires, pour aller demander, n'est-ce pas, pour rencontrer le célèbre boulanger et le célèbre boucher pour leur demander la raison du manque de pain et de viande qu'on n'a jamais, n'est-ce pas, constaté dans ce village. À leur grande surprise, après avoir posé la question aux deux, le boulanger et le boucher avaient donné une seule réponse. Et que la réponse était le gars qui se chargeait, n'est-ce pas, des dépenses, des charges, n'est-ce pas, concernant la viande qu'on distribue pour tout le village, concernant également le pain qu'on distribue pour tout le village, est décédé. Et il s'avère que c'était le gars qui avait été jugé par les membres de la société, qui n'avait pas, n'est-ce pas gagné la sympathie ni simplement le cœur de ses voisins, celui à qui on n'a jamais rendu visite, celui qu'on n'a pas assisté à son enterrement et, n'est-ce pas, à la cérémonie de prière. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire donc des préjugés? D'après l'histoire que je vous ai racontée, qu'est-ce qu'on peut dire des préjugés? Qu'est-ce qu'on peut dire des préjugés? Oui, Khadijatou Diop. Oui, Khadijatou. Oui, Abdou Aziz. Abdou Aziz Ngom. Oui, monsieur. D'après l'histoire que je viens de raconter, qu'est-ce qu'on peut dire des préjugés? Bon, d'après l'histoire, je peux dire que les préjugés sont des jugements tout faits, souvent hérités de la culture, de l'éducation ou de la société. Effectivement. Donc, les préjugés, ce sont des jugements anormatifs, des jugements qui n'ont pas été basés sur la raison, des jugements avant examen. Oui, Yacine, après, on va prendre un ça. Amina Mendy également se prépare. Oui, Yacine. Il y a Khadija Diop qui dit qu'il y a trop de bruit autour de... Oui, on comprend, Khadi, c'est pas grave. Vous pouvez écrire votre question. Oui, Aïssa. Aïssa Sadi. Selon l'histoire, Oui, c'est que les villageois ont jugé sans pour autant connaître l'homme en question. Et effectivement. voilà, Ils ont tort. C'est pourquoi ils ont eu Gaston tort. Barth, c'est pourquoi Gaston Barth dit que l'opinion pense mal, elle ne pense même pas, on ne peut rien fonder sur elle. Mieux vaut la détruire. Parce que l'opinion a tout ce qu'on a fait transformer ses besoins en matière de connaissance. On a Elle est besoin, comme la, ils avaient, oui, allez-y.
Elle est comme la philosophie. Avant de faire la terminale, on nous disait que Effectivement, les grands fous et les philosophes étaient athées et ne croyaient pas en Dieu. Voilà, c'est effectivement, avec ce que je partais en terminale. effectivement. Lorsque vous étiez en seconde, vous partagez le lycée avec des élèves de la terminale. Quand vous voyez un prof de philo en train de se défiler, vous dites que ce gars-là, il vous désoriente de la croyance. Ce gars-là, n'est-ce pas, n'est pas bien posé intellectuellement. Il est un fou. Là, ce sont des jugements que vous faites. Mais quand vous allez maintenant, quand vous faites la classe de terminale, vous vous rendez compte, ce qu'on vous raconte de la philosophie et ce que vous connaissez de la philosophie sont diamétralement opposés. C'est ce qu'on appelle des préjugés. Oui, Abdelaziz, permettez-moi de prendre Amina. Vraiment, pendant longtemps, elle levait la main. Amina Mendy. Bon, moi, d'après votre histoire, Oui, je peux dire que le préjugé est un jugement qui se porte sans un examen approfondi. À savoir effectivement. que Effectivement. lorsqu'on voit la personne, on le juge Oui, sans autant le connaître, sans autant savoir réellement qui elle est. effectivement. 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 Bon, c'est ça le jugement. Effectivement. Oui, Fatima. Tiens, Fatima. En fait, monsieur, je voulais donner un exemple sur la situation d'une personne. Oui, Dans un village, tu rencontres une personne qui porte des vêtements sales et abîmés, sans lui parler ni la connaître, tu penses automatiquement qu'elle est paresseuse et irresponsable. Pourquoi c'est ton effectivement. préjugé? Pourquoi c'est ton préjugé? Parce que tu portes un jugement sans connaître son histoire. Peut-être qu'elle vit une situation difficile, chômage, par exemple, chômage, pauvreté, maladie. Effectivement. Effectivement. Tu as vraiment raison. D'ailleurs, pour ne pas vous discriminer, vous êtes les femmes, vous êtes tous simplement actrices de ces genres de situations. Les hommes sont souvent, n'est-ce pas, victimes de ces préjugés-là. Dans les transports communs, dans les marchés, entre autres, des fois, on peut juger une personne de par son apparence. Alors, on peut bel et bien se tromper. Puis, Binta Traoré. Binta, alors donc, on va dire tout simplement qu'un préjugé est une idée préconçue. Bonsoir. Oui, bonsoir. Un préjugé est une idée reçue, D'une idée? une opinion. Bon, allô? Oui, oui, je vous écoute. Un préjugé Oui, est une idée reçue, une idée reçue. Très bien, une opinion non fondée qui influence nos très bien. jugements et nos comportements. Mhm. Il est un résultat d'une pensée rapide et non réfléchie, souvent basée sur des stéréotypes. Stéréotypé, c'est-à-dire dans l'immédiateté, c'est-à-dire sans tout simplement donner du temps à raison. Mhm. On se contente à juger la personne de par Mhm. l'apparence. Mhm. D'accord, c'est une très belle intervention. Alors, si vous me suivez, je suis en train d'écrire. Oui, il y a Khadija Diop qui dit que les préjugés sont très dangereux car ils n'ont pas de base de réflexion approfondie et toujours une fin malheureuse. Oui, effectivement, c'est ce que Gaston Bernard a dit. Simplement, l'opinion pense mal, elle ne pense même pas. La pensée de l'opinion est mauvaise, n'est-ce pas? Elle ne pense même pas, on ne peut rien fonder sur elle. Mieux vaut la détruire parce qu'elle nous désoriente de la vérité. Le sens commun nous désoriente de la vérité. Alors, retenez bien, j'ai dit, un préjugé est une idée préconçue, c'est-à-dire une idée qui est préétablie, adoptée sans examen. Autrement dit, c'est un jugement avant examen. On appelle préjugé un jugement avant, avant examen. C'est bon? Maintenant, on va aller sur la reformulation, sur l'analyse conceptuelle. On va terminer avec l'expression conformisme. Alors, on va terminer l'analyse conceptuelle avec l'expression conformisme. Qu'est-ce que le conformisme? Qui peut me dire ce qu'est le conformisme? Qui peut me dire ce qu'est le conformisme? Oui, Kodou Savary. Kodou. Kodou. Oui,
Hein, ça, hein, ça. En fait, le conformiste, Mhm. non, c'est une personne qui se soumet à toutes les conditions régies par la société, toutes les règles régies par la Effectivement. société sans pour autant s'y opposer ou bien se poser des questions sur ces règles, sur ces règlements et ou ces D'ac- normes. D'accord. Très bien. Donc, un conformiste, oui, qui va compléter? Fatima, Chab, merci, hein, ça. Fatima, Oui, tu as à moi, compléter? Oui, oui, moi, le conformisme est une attitude qui consiste à penser, agir ou parler comme la majorité des gens, sans remettre en question effectivement. ce qu'on fait ou ce qu'on croit. Effectivement. On vous influence à accepter, n'est-ce pas, sans pour autant faire intervenir la raison. C'est une attitude, n'est-ce pas, le conformisme. C'est bon, le conformisme, c'est celui qui le fait. Donc, très bien, on va aller beaucoup plus rapide. Donc, on va dire, donc, le conformisme, attitude. Alors, il y a Mam Gour Sow qui dit le fait de se conformer aux normes, usages ou règles établies, soit par le groupe auquel on appartient, soit par le milieu dans lequel on vit. Effectivement, ça dit que on vit selon l'influence des autres. On accepte ce que l'on nous dit, ce qui est communément considéré, sans pour autant sans pour autant faire intervenir la raison. Une telle attitude n'est pas, n'est-ce pas, égale à l'attitude du philosophe. Alors, donc, on va dire conformisme, c'est attitude, très bien, attitude, attitude de ceux, on les appelle des conformistes, attitude de ceux qui par manque d'esprit, ceux qui par manque d'esprit critique, ceux qui par manque d'esprit critique se conforment, ceux qui par manque d'esprit critique se conforment à ce qui est communément admis. Ça dit que le conformisme est un homme du sens commun. Il se conforme à ce qui est majoritairement dit. Lui, il manque d'esprit critique. Il se conforme dans la vie de tous les jours. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils se conforment, ils acceptent tout ce que on leur dit sans l'intervention de leur raison. Alors donc, ils acceptent selon, n'est-ce pas, les pensées de la majorité. Alors, il y a Aminata Mene qui dit le conformisme est un comportement qui consiste à se plier des normes. Effectivement, se conformer. Dans le mot conformisme, vous avez l'expression se conformer. Alors, donc, après avoir donc analysé les expressions, on comprend mieux le sujet. On comprend que l'auteur nous dit que la philosophie puisse aller en avance. Pour que la philosophie puisse se développer, il faudrait que les philosophes se livrent à des interrogations critiques, à des recherches de la vérité, au lieu de se, n'est-ce pas, plier à des préjugés ou des conformismes. Maintenant, je peux vous demander, donc, quelle est la problématique de ce sujet? Qui peut me dire la problématique de ce sujet? C'est-à-dire, ce sujet nous invite à parler sur quoi? Quelle est la problématique? Ce sujet nous invite à parler sur quoi? Ce sujet nous invite à parler sur quoi? Oui, Abdel Ngom. Oui, monsieur. Oui, quelle est la Donc, problématique de ce sujet? pour cette problématique, je peux dire que peut-on passer librement et chercher la vérité sans remettre en cause les idées reçues de la philosophie? Sans remettre en cause. Oui. Répète, vous dites? Peut-on passer librement Oui, et chercher la vérité sans remettre en cause les idées reçues? d'accord. Mais vous pouvez reformuler la question pour qu'elle soit beaucoup plus claire. C'est-à-dire Mais que ce aussi, je sujet. peux, Mhm. oui, mais aussi, on peut dire aussi que la philosophie peut-elle exister sans esprit critique et indépendance d'esprit?
Et ça veut dire que ce sujet nous invite à réfléchir sur les conditions d'existence de la philosophie. Alors que selon l'auteur, la philosophie ne peut pas exister s'il n'y a pas des esprits autonomes et libres qui commenceraient bien avant les préjugés et les conformismes. C'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon, effectivement. C'est bon. Oui, il y a Aristote qui pose, monsieur, on ne peut pas définir le verbe. Oui, on peut définir le verbe, mais je vous ai dit qu'on définit les expressions qui nous paraissent tout simplement inaccessibles ici pour un peu avancer. Mais on pourrait développer, n'est-ce pas, définir le verbe développer. Alors, il signifie tout simplement euh, accroître, n'est-ce pas, s'élargir, extension, n'est-ce pas, euh, en tout cas, connaître un essor, alors, s'élargir, entre autres. Alors, Singom, donc, vous avez donné votre intervention pour dire que ce sujet nous invite à revenir sur les conditions d'existence de la philosophie. Parce que sans ces conditions, la philosophie ne peut pas exister. L'auteur l'a dit, la philosophie développe, la philosophie se développe dans des esprits libres. Donc, la philosophie ne peut pas se développer s'il n'y a pas des esprits libres, si les esprits sont naïfs, si les esprits sont dans la bonne assurance des savoirs établis, si les esprits sont dans le sens commun, on ne peut pas philosopher. Pour que la philosophie soit développée, il faudrait quand même que, n'est-ce pas, qu'on se détache, n'est-ce pas, de ses croyances, qu'on se détache des idées du sens commun. C'est pourquoi on peut dire, dans ce sens, ce sujet, excusez-moi, on peut dire dans ce sens, ce sujet nous invite à réfléchir, ce sujet nous invite à réfléchir sur les conditions, ce sujet nous invite à réfléchir sur les conditions, ce sujet nous invite à réfléchir sur les conditions d'existence de la philosophie. Alors donc, l'auteur a pris position, mais ça, c'est le problème du sujet. C'est-à-dire que ce sujet nous invite à réfléchir sur les conditions d'existence de la philosophie. Et que pour l'auteur, la philosophie ne peut pas exister si tout simplement les philosophes qui ne parviennent pas à avoir des esprits libres arrivent à faire, n'est-ce pas, arrivent à faire tout simplement la recherche de la vérité avant les préjugés et les conformismes. Il y a Malik Poli Sidibé qui dit la philosophie se développe que lorsque des esprits libres prônent la recherche de la vérité au détriment des préjugés et convaincus. Très bien, une très belle reformulation. Donc, on peut dire que donc, la philosophie est une quête essentielle, une quête lucide, n'est-ce pas, nécessaire, qui nous permet de se libérer de toute servitude. Alors, donc, ce sujet nous invite à réfléchir pour une telle. Alors, qui peut me parler du plan? Maintenant, quel plan devons-nous faire? Quelles questions devons-nous poser pour se référer à la thèse? Alors, quelles questions devons-nous poser pour se référer à l'antithèse? Alors, je vous attends. Qu'est-ce qu'on pourrait se demander pour parler de la thèse? Oui, Fatima. Pour y répondre, nous verrons d'abord pourquoi la Oui. liberté de pensée est essentielle à la philosophie. Nous verrons pourquoi la Et comment liberté de penser est essentielle dans la à la philosophie. Hein? philosophie. Très bien. Et puis, comment les préjugés et le conformisme peuvent être les obstacles à la pensée. Comment les préjugés et les convictions peuvent être obstacles à la pensée? Oui. Oui, Je te pose ces deux questions. oui. Alors, mais au niveau de l'antithèse, je ne suis pas d'accord parce que la deuxième question que vous avez posée est carrément liée à la première question. Parce que quand vous dites que la philosophie doit tout simplement être un esprit, doit avoir un esprit autonome libre, c'est de dire tout simplement que ces préjugés-là constituent des obstacles. L'auteur l'a dit, la thèse, c'est que pour l'auteur, la philosophie se développe quand des esprits placent la recherche de la vie avant les préjugés. Donc, dans cette partie, on doit montrer la différence qui existe entre la philosophie et le sens commun. On doit montrer également comment le sens commun est un obstacle pour la philosophie. Dans l'antithèse, vous devez parler d'autres choses. Oui, Malik Poli. Alors, Oui, je voulais dire qu'on peut poser la question sur la spécificité de la philosophie en relation avec le but de la philosophie oui. et faire la différence entre la philosophie et la préjugé et le conformisme. Oui, très bien. C'est-à-dire faire la différence entre la philosophie et le sens commun. Et maintenant, dans l'antithèse,
Oui, il y a Ndaï Maïmouna Diop qui dit ainsi, dans un développement organisé, nous allons voir d'une part que la une remise en question de toute certitude avant d'analyser d'autre part que l'esprit du fait du philosophe un sceptique. Oui, oui, très bien. Ndaï Maïmouna Diop a proposé parce qu'elle a parlé dans l'antithèse, c'est-à-dire si l'esprit philosophique cherche à se, n'est-ce pas, départir, à se détacher des préjugés, cet esprit philosophique-là peut tout simplement plonger le philosophe dans le scepticisme, c'est-à-dire dans un doute sceptique, un doute qui n'aboutit pas à la vérité. Très bien, Ndeye Maïmouna. Oui, Mame Diarra Sourang. Monsieur, la thèse. Oui, Alors, on peut proposer en quoi les esprits libres mettent en avant la vérité au détriment des opinions mal fondées. En quoi les esprits libres mettent en avant la vérité au détriment des opinions mal fondées. alors aujourd'hui, je vous donne une méthode beaucoup plus simple. Vous m'écoutez, D'accord. Mame Diarra? Oui, je vous écoute. Je vous donne tous une méthode beaucoup plus simple. Si Oui. le sujet n'est pas long, ce sujet n'est pas très long, je vous demande très chaleureusement et très sincère de reprendre le sujet en tant que pour la pose de la thèse. Mais il faut ajouter n'est-ce pas, une formule interrogative. C'est-à-dire, pourquoi la philosophie se développe? Pourquoi la philosophie se développerait-elle quand des esprits placent la recherche de la vérité avant les préjugés et les compromis? C'est beaucoup plus simple. N'importe quel sujet qu'on vous donne. Pourquoi, en quoi, dans quel sens? Je vais écrire, vous allez voir. Ah, je dis pourquoi la philosophie, Se développe. très bien, se développe. C'est pas obligatoire de, n'est-ce pas, de le conjuguer au conditionnel, mais le conditionnel est un temps qui permet de nuancer. C'est pourquoi moi, dans la problématique, que ce soit dans la thèse, dans l'antithèse, je préfère conjuguer les verbes, n'est-ce pas, au conditionnel. Pourquoi la philosophie se développerait-elle? Il faut amener également la formule interrogative, n'est-ce pas? Pourquoi la philosophie se développerait-elle? Et vous reprenez le sujet. D'accord. Quand des esprits libres font la recherche de la vérité avant les préjugés et les conformismes. Vous avez compris? Mettez point d'interrogation. Oui, monsieur. Voilà. N'importe quel sujet qu'on vous donne. Si le sujet n'est pas trop long, prenez cette méthode. Et également, si le sujet Monsieur, n'admet pas, si le sujet n'admet non. pas à la fois la thèse et l'antithèse, parce que des fois, il y a des sujets des sujets qui admettent la thèse et l'antithèse dans la même phrase. Par exemple, je dis, par exemple, la fois dernière, j'ai rencontré un sujet qui dit l'autorité est-elle un facteur de liberté ou d'oppression? En fait, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, ça. Mais quand on dit que l'autorité est-elle un facteur de liberté ou d'oppression, vous avez un ou. Dans la thèse, vous allez dire en quoi l'autorité serait-elle un facteur de liberté. Dans l'antithèse, l'autorité ne serait-elle pas un facteur d'oppression. Mais si vous n'avez pas ce genre de sujet, et que le sujet ne pose pas les deux réponses à la fois, pose une seule question, une seule réponse de manière affirmative, reprenez le sujet et posez la formule interrogative. C'est bon? C'est bon. Maintenant, pour l'antithèse. Alors, il y a deux dimensions d'antithèse. Soit l'antithèse est positive, c'est-à-dire on peut avoir une antithèse positive. C'est quoi une antithèse positive? Une antithèse positive, c'est une antithèse qui ne nie pas les dires de l'auteur. Une antithèse qui, tout simplement, ajoute de la valeur sur la thèse de l'auteur. Mais on peut avoir une antithèse négative. C'est quoi une antithèse négative? L'antithèse négative, c'est lorsqu'on cherche à tout simplement montrer les limites des dires de l'auteur, tout simplement penser de manière différente par rapport à la pensée de l'auteur. Alors, pour l'antithèse, parce que si je dis que pour philosopher, il faut mettre à l'écart les préjugés et les conformismes. Vous êtes d'accord que pour philosopher, il faut mettre à l'écart les préjugés et les conformismes? Je veux entendre véritablement votre sens philosophique par rapport à ce sujet.
Oui, Malik Police Sidibé. Malik, Malik, Allô, allô. oui. Pour l'antithèse, monsieur, on peut mettre en quoi, avant de, comme on dit, en quoi la philosophie se développe quand les esprits libres placent la recherche de la vérité et on continue le suivre. Mais ça renvoie à la thèse. C'est-à-dire, c'est de montrer comment peut-on défendre la thèse de l'auteur. Mais dans la thèse, vous devez montrer que, en tout cas, ce que l'auteur dit manque, n'est-ce pas, tout simplement doit être revu, doit être reconsidéré. L'auteur dit que pour philosopher, il faut tout simplement se débarrasser des préjugés. Oui, Mame Diarra Sourang, Monsieur, oui. si on développe une telle antithèse, est-ce qu'on ne va pas risquer de dire la même chose que la thèse? C'est pour la raison pour laquelle j'ai dit qu'on ne pose pas cette question pour l'antithèse. Je pense que vous me prenez la question pour l'antithèse. La question pour l'antithèse, c'est ce que vous venez de dire. Quand vous avez dit pour philosopher, il faut écarter les préjugés et le Non, conformisme. là, Ou c'est bien la thèse, c'est la thèse, c'est la thèse. Je n'ai pas encore oui. parlé de l'antithèse. Ah, d'accord, oui, c'est D'accord. bon. Je vais formuler la thèse. La thèse, d'accord, c'est ça, oui. Oui. Merci. Je ne suis pas encore au niveau de l'antithèse. Oui. Alors, Ndeye Maïmouna, c'est elle qui a soulevé un peu une idée allant dans le sens d'une antithèse. Monsieur, Oui. pour l'antithèse, on peut faire l'inefficacité de la philosophie. Très bien, mais on formule ça sous forme de quelle question? Ok. Je veux dire, toutefois, la philosophie est-elle vraiment en mesure, la philosophie, malgré son approche critique, est-elle vraiment en mesure de satisfaire l'humanité? Ou même vous pouvez comparer la philosophie à la science, c'est une bonne opportunité, c'est une antithèse. Mais on peut voir également d'autres. Oui, Kodou, Savare, Kodou. Oui, Kodou, si ça ne va pas avec Kodou. Hein, ça? On peut dire dans l'antithèse. Vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Très On peut faiblement. dire dans l'antithèse. Oui. Dans l'antithèse, dans quelle mesure la religion emprisonne-t-elle l'esprit libre ou bien l'esprit critique dans ce genre? Oui, mais il faut mettre en rapport ce que vous dites dans la tête avec le sujet. Le sujet parle de la philosophie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas venir et citer la religion. C'est-à-dire que vous devez parler tout simplement de la recherche. On dit que la philosophie doit mettre en avant la recherche de la vérité avant les préjugés et les conformismes. Mais il faut se demander, est-ce que l'aventure, n'est-ce pas, cette aventure du philosophe qui consiste à rechercher la vérité avant les préjugés et les conformismes, peut réellement satisfaire l'humanité face aux besoins conjoncturels? Ce monde actuel-là, ce monde actuel, est-ce que véritablement a-t-il besoin d'une philosophie qui s'aventure seulement dans une recherche tout simplement perpétuelle et continuelle qui n'aboutit pas à des résultats concordants? Alors, il y a cette question qui dit en quel sens la vie peut nous détacher du réel devant les vérités scientifiques. Oui, mais je veux que vous parvenez à mettre le rapport avec le sujet. Par exemple, moi, par exemple, je peux me demander, je peux dire, cependant, j'amène un connecteur de transition, cependant, l'aventure de la raison, cependant, l'aventure de la raison par la philosophie, l'aventure de la raison par la philosophie, en tant que, en tant que recherche en tant que recherche de la vérité, en tant que recherche de la vérité, ne s'achève, ne s'achève-t-elle pas, ne s'achève-t-elle pas vraiment à la déception
ne s'agit-elle pas vraiment dans la déception face, face aux besoins du monde, du monde conjoncturel? Alors, je m'explique. La thèse est un peu longue, mais ça renvoie tout simplement à la thèse de l'autre, à des thèses vraiment pertinentes. Si vous parvenez à comprendre, je dis cependant l'aventure de la raison par la philosophie. C'est-à-dire que la philosophie est une aventure de la raison. Donc, dans la philosophie, on aboutit, n'est-ce pas, on s'avance, on va s'aventurer tout simplement, s'aventurer à poser des questions, faire des recherches, des quêtes perpétuelles. On dit que cette aventure, cependant, l'aventure de la raison par la philosophie en tant que recherche de la vérité ne s'achève-t-elle pas vraiment dans la déception face aux besoins du monde conjoncturel? Là, je sous-entends ce monde actuel qui a besoin de réponses beaucoup plus concordantes, ce monde actuel qui a besoin de réponses beaucoup plus scientifiques. On peut parler même de la science. Ce monde-là n'est secoué par tout simplement des problèmes de santé, ce monde secoué par des problèmes, n'est-ce pas, d'énergie, ce monde secoué par des problèmes, n'est-ce pas, de, de, n'est-ce pas, des problèmes concrets. Est-ce qu'on a besoin des problèmes techniques? Est-ce qu'on a besoin, n'est-ce pas, de la philosophie et une quête perpétuelle, une quête inlassable, une quête interminable de la vérité? Et là, on remet en question la la philosophie. Même si du point de vue, elle cherche à faire une quête perpétuelle, n'est-ce pas, de la vérité, n'est-ce pas, critiquant tous les préjugés et les conformismes, on dit que face aux besoins du monde conjoncturel, est-ce qu'on a vraiment, n'est-ce pas, envie de se livrer à une aventure perpétuelle? Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous comprenez l'antithèse? Si oui, vous me dites, sinon, on reprend. Oui, un ça. Moi, j'ai pas compris. Je vous entends très faiblement. Du coup, pardon. Un peu en- Tu as un problème avec ton micro. Je disais que je n'ai pas compris. Tu n'as pas compris l'antithèse. Oui, Hmm? oui, je n'ai pas compris l'antithèse, hein. D'accord. Maintenant, je répète, vu que le sujet dans la thèse nous dit tout simplement, dans la thèse, le sujet nous dit, pour philosopher, il faut avoir un esprit libre, un esprit critique, capable de critiquer les préjugés et les conformismes. Alors, dans la thèse, on va essayer de défendre en quoi la philosophie serait tout simplement en quoi la philosophie pourrait continuer à, à, à vivre, à être dans notre quotidien si nous cherchons, n'est-ce pas, à la distinguer des formes de certitude, de toutes sortes de certitudes. C'est-à-dire qu'en quoi la philosophie se veut critique, on va montrer que l'activité philosophique est carrément une activité de remise en question qui nous permet tout simplement de se débarrasser de toute idée, n'est-ce pas, préétablie et conçue, préconçue. Maintenant, au niveau de l'antenne, je peux demander l'aventure de la raison. C'est quoi l'aventure de la raison? C'est-à-dire, cette aventure de la raison, c'est-à-dire mais comme le dit Carl Jaspers, il nous dit qu'en philosophie, les questions sont beaucoup plus essentielles que les réponses. Et que chaque réponse donnée est le point de départ d'une nouvelle question. Là, c'est une aventure de la raison. Pourquoi? Parce qu'on est dans une quête interminable. En philosophie, chaque réponse trouvée engendre une nouvelle question. On est dans une aventure. Mais on peut remettre en question la philosophie. Mais on dit l'aventure de la raison par la philosophie en tant que recherche de la vérité, une recherche perpétuelle ne s'achève-t-elle pas dans la déception? Pourquoi? Parce que est-ce que la finalité de la philosophie ne va pas nous décevoir face aux besoins du monde conjoncturel, face à un monde, n'est-ce pas, qui a besoin des idées concrètes, un monde qui a besoin de résultats dont véritablement, n'est-ce pas, se fier à la philosophie. Dans cette partie, au niveau de la thèse, on va essayer de montrer tout simplement que la philosophie est très inefficace simplement à répondre à nos préoccupations, n'est-ce pas, quotidiennes, à régler nos problèmes. On va essayer tout simplement de dévaloriser la philosophie, on va essayer de remettre en cause la philosophie. Est-ce que vous me comprenez, Yacine?
Monsieur, Oui, bon, donc vous dites que dans l'antithèse, essayer de ne pas valoriser la philosophie. bon, Dans ce sens, donc, on va comparer la philosophie avec les autres formes de la connaissances, comme science, la science, effectivement. le, Plus le mythe. précisément la science. Effectivement, parce que la science est aujourd'hui la forme de connaissance capable véritablement qui nous permet tout simplement de ne pas trop se fier à la philosophie. Rappelez-vous du positivisme du 19e siècle, c'est-à-dire la thèse des positivistes qui considèrent qu'il n'y a de connaissance que celle scientifique. Donc, la valeur, n'est-ce pas, de la philosophie est à revoir, comme le dit Karl Jaspers. Quiconque croit à la science, le pire est que la philosophie n'est-ce pas, ne fournit pas de résultats productifs, un savoir qu'on puisse posséder. Les sciences ont conquis les domaines du connaissable, malgré les efforts fournis par les millénaires. La philosophie n'y a pas réussi. Il dit qu'à l'opposé des sciences, la pensée philosophique ne paraît non plus progresser. Mais la philosophie n'évolue pas. Donc, c'est une perte de temps de vouloir, n'est-ce pas, trop n'est-ce pas, se donner à la philosophie. Et d'ailleurs, on ne peut pas prospérer un développement dans la philosophie. Alors, il y a Malik Diop, Sylvie qui la philosophie peut-elle se développer totalement dans un monde plein d'innovation scientifique. Effectivement. Ça dit que ce serait quelque part pour un groupe de penseurs une perte de temps. La philosophie n'aboutit pas à des réponses concordantes. Oui, ami collègue connaît. Oui, ami collègue. Oui, Mam Diara, Sourang. Monsieur, Oui, pour l'antithèse, monsieur, oui, ne peut-on pas admettre que l'humanité a besoin des résultats apodictiques au sens de son progrès au lieu d'une quête effrénée de la vérité? effectivement, une très pertinente question. Ouais. Vraiment, qui est de comment accord avec ce que je dis. Véritablement. Parce qu'il faut montrer qu'en réalité, cette recherche perpétuelle de la vérité par la philosophie pourrait être une perte de temps dans un monde, n'est-ce pas, confronté à des défis, n'est-ce pas, innovateurs, à des défis tout simplement créateurs, à des défis où le monde, n'est-ce pas, est matériel. D'ailleurs, le philosophe Karl Marx, même le philosophe allemand l'a dit. Il dit que les idées philosophiques doivent concourir à changer concrètement le monde. Marx dit que il faut que les philosophes il faut que les philosophes cherchent à ramener la philosophie du ciel vers la terre. C'est-à-dire qu'on doit enlever cette philosophie tout simplement idéaliste pour se livrer à une philosophie matérialiste. Parce que Karl Marx est un matérialiste. Il croit tout simplement que la philosophie pourrait, n'est-ce pas, doit avoir comme mission de nous donner des vérités matérielles, n'est-ce pas, de participer au changement concret et, n'est-ce pas, matériel du monde. Alors, il y a de la philosophie est un bien bavardage avant, n'est-ce pas, avant le problème bouleversé de la société. Alors, oui, toutes ces questions sont bonnes, mais je veux que vous parveniez à mettre en rapport le sujet et l'entité. C'est-à-dire de dire que cette recherche de la vérité que le professeur Souleymane Diagne nous suggère dans la philosophie pourrait quelque part, n'est-ce pas, comparer, n'est-ce pas, aux besoins du monde, aux besoins du monde conjoncturel, pourrait être considéré comme une perte de temps comme quelque chose qui n'aboutit pas à, n'est-ce pas, à une vérité concordante. Oui, Yacine Chow. Yacine, Yacine. Sinon, on va essayer un peu de développer la thèse, tout en rappelant que dans la thèse, on doit montrer la différence qui existe entre le sens commun, la différence qui existe entre le sens commun et la philosophie. Bon, on va un peu expliquer comment développer cette partie. Alors donc, le développement, le développement, oui, oui, Mame Diarra, Monsieur, oui. est-ce que pour le développement, vous partagez le même avis que les autres profs qui disent que le développement, on n'a pas besoin de parcourir tous les grands philosophes, de parceriser leurs citations, etc. Mais on peut partir à part des arguments simples et faire des exemples qui sont concrets. Cela Oui, peut en quelque sorte nous permettre d'avoir de bonnes notes. effectivement. En tout cas, ce que je vous dis, il faut savoir d'abord situer la valeur
des citations. D'accord. Les citations ou les exemples, ce sont des illustrations. Oui. Ils servent de moment d'illustration. Mais l'illustration, c'est l'avant-dernière partie du paragraphe argumentatif. Un paragraphe argumentatif doit être, n'est-ce pas, composé dans un premier temps par une idée directrice. C'est elle qui porte le paragraphe argumentatif. Après avoir présenté l'idée directrice, on doit, n'est-ce pas, chercher à l'expliquer, à l'expliciter. C'est après avoir expliqué, explicité, vous donnez votre propre idée, vous formulez votre, n'est-ce pas, propre argumentation. C'est après avoir donné votre argumentation que vous cherchez à trouver un penseur philosophique, un exemple philosophique qui pourrait vous servir d'illustration pour rendre solide ce que vous avez dit. C'est-à-dire que l'illustration n'est pas obligatoire, d'ailleurs même dans le développement, mais ça vous permet tout simplement de justifier ce que vous dites. Ça vous permet de se rendre compte que ce que j'ai dit, cette idée-là, voilà, vraiment, je la partage avec un autre penseur. Je la partage avec Aristote, je la partage avec Kant, je la partage avec Platon. Ça vous donne plus de valeur. Ça donne plus de valeur à votre argumentation. C'est bon? C'est bon? Monsieur. Oui, oui, C'est monsieur. pourquoi, d'ailleurs, moi, j'interpelle aux élèves qui veulent tout simplement commencer toujours leur développement par une citation. Quand vous commencez par une citation dans le développement, c'est comme si que vous commencez par dire les propos d'autrui. Alors que vous devez en réalité chercher à formuler votre propre idée directrice, n'est-ce pas? Essayer de l'expliquer, de l'argumenter, n'est-ce pas? Après avoir terminé votre argumentation, que vous devez chercher à chercher quelqu'un qui va vous permettre, n'est-ce pas, de justifier ce que vous dites. Les exemples ou les citations permettent tout simplement de justifier, de rendre solides vos arguments. Oui, Fatima. Alors donc, le développement est composé de deux phases. La première phase, pour un sujet dialectique, la première phase est appelée la phase de validation. Alors, la deuxième phase est appelée, n'est-ce pas, la phase, la phase de discussion. La phase de discussion. C'est bon. La deuxième phase est appelée phase de discussion. Alors, c'est quand on consiste la phase de validation, comme nous l'avions posé par rapport à la question. Dans la phase de validation, il s'agira tout simplement de justifier la thèse de l'auteur, la thèse du sujet, et on essaye tout simplement de procéder, n'est-ce pas, à l'expliquer de manière organisée. Alors, oui, Salah Diaw, Salah, Salah, c'est bon. Alors, dans la phase de validation, alors, dans la phase de validation, ici, il s'agira Ici, il s'agira de justifier, ici, il s'agira de justifier la thèse du sujet. La thèse du sujet. C'est bon? Ça d'appuyer. C'est quoi la thèse? De dire que la philosophie ne peut pas se développer sans que certaines, n'est-ce pas, sans que ces esprits libres et autonomes se contentent à chercher la vérité avant les préjugés et les conformismes. Alors, dans cette partie-là, on doit commencer d'abord, on va devoir montrer, n'est-ce pas? Je vous demande donc quels sont les composants d'un paragraphe argumentatif. Quels sont les composants d'un paragraphe argumentatif? Quels sont les différents éléments d'un paragraphe argumentatif? Oui, Maïmouna Diop, Maïmouna, Maïmouna, Monsieur, oui, l'idée, argument et exemple. première, Idée, oui, argument et exemple. on donne idée directrice, très bien. Premièrement, merci, on donne ce qu'on appelle une idée directrice. Après, on fait quoi? Vous dites, on donne L'argument. argument. C'est quoi un argument? Qu'est-ce qui compose l'argument? Qu'est-ce qui compose l'argument? Comment se forme l'argument?
L'argument, c'est l'explication et explicitation. C'est bon. Oui. C'est l'explication et l'explicitation de l'idée. On appelle l'argument. C'est-à-dire que dans l'argument, vous devez détailler l'idée. Donc, il y a idée directrice et il y a argument. Après, il y a quoi? Les mêmes, non? Exemple. Il ne faut Exemple. pas, il faut toujours préciser, il faut dire tout simplement Illustration. illustration. Alors, l'illustration peut se faire par citation. On peut illustrer par citation et ou, c'est-à-dire on peut le faire à la fois en même temps ou différemment par illustration ou exemple. C'est bon? C'est fini. C'est seulement ces trois parties-là. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il ne manque pas une partie? Oui, Khadijatou? Est-ce qu'il ne manque pas une partie? Une conclusion partielle. Très bien. Très bien. Très bien, Khadijatou. Il manque ce qu'on appelle une conclusion partielle. Très bien. Alors, maintenant, je vous demande encore une fois, comment séparer ces parties? Quel est le connecteur qui permet de savoir, quelle est la nature du connecteur qui permet de savoir qu'on peut différencier tout simplement l'idée de l'argument? Alors, avant de vous donner la réponse, je réponds à la question de Pape Malik Police DB qui demande la différence entre explication et explicitation. Explication, c'est élargir les idées. L'explicitation, c'est les rendre beaucoup plus clairs. C'est-à-dire que l'explicitation est beaucoup plus précise que l'explication. Par exemple, vous pouvez me demander un événement que j'ai assisté, je peux vous expliquer de manière très brève. Mais quand il s'agit d'expliciter, je ne laisse aucun détail. J'explique tout. C'est bon? Alors donc, je vous demande encore, pour quitter l'idée directrice, pour s'atteler à l'argument, quel est le connecteur, quelle est la nature du connecteur qui nous permet de le savoir? Parce que c'est important, c'est l'ossature du travail. Le professeur aura comprendre que, après avoir mis l'idée directrice, vous avez mis point et vous avez amené un connecteur qui différencie l'idée directrice et le début de l'argument. Oui, Hélène Ndou. Oui, il y a Makuro Sissoko qui dit que, monsieur, dans l'introduction, peut-on commencer par une citation? Bien sûr, on peut commencer par citation. Makura, on peut commencer par citation. Oui, Hélène. Alors, il y a Astou Diouf qui dit en outre n'est pas un connecteur qui doit lier les directrices à l'argument, mais en outre est un connecteur qui simplement qui sépare entre deux paragraphes argumentatifs, deux paragraphes. Quand vous dites une idée, vous gardez la même idée. Je ne parle pas de l'explication de l'idée, mais la même idée, une même idée pratiquement développée, vous dites en d'autres termes. Mais je veux le type de connecteur qu'on doit utiliser pour aider aux arguments. Oui, Hélène. Très bien. Il y a un job qui pose, en effet, très bien, en effet. Autrement dit, donc, la nature du connecteur à utiliser est un connecteur d'explication. Alors, il y a Fatima Cham qui dit que, monsieur, est-ce que vous pouvez retourner en arrière? Je voulais prendre en capture. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais retourner en arrière. Alors, donc, donc je vous dis, il y a Ndaïmaïmouna qui répond que pour quitter l'idée directrice, n'est-ce pas, à l'argument, on doit utiliser, en effet, par exemple, un connecteur d'explication. On utilise car, on peut utiliser en effet. C'est pour expliquer, n'est-ce pas, la différence qui existe entre cette idée et cette idée. Oui, Hélène? De plus. Oui, de plus. Oui, mais pas carrément ici parce que de plus est un connecteur qui ajoute. C'est-à-dire que de plus, c'est comme si on a donné une idée et on veut ajouter, n'est-ce pas, à cette idée-là, on dit de plus. Mais
Pour quitter l'idée directrice à l'argument, c'est-à-dire que vous êtes dans la même idée. Ce que vous faites, c'est que vous présentez l'idée et vous procédez à son explication. Donc, vous passez à des connecteurs d'explication. Car, en effet, c'est bon. Mme Diarra Soura? Oui, monsieur, on peut utiliser en réalité. Oui, en réalité, effectivement, c'est un connecteur qui explique, qui rend beaucoup plus accessible. Très bien. C'est bon? Oui, en studio? Monsieur, on peut dire cependant, ou bien? Non, cependant, est un connecteur de transition. D'accord. C'est bon. Il y a Oui. un élève qui m'a dit, ah, c'est ça, on m'a dit de ce fait. De ce fait est un connecteur qui cherche à conclure une idée. Il y a un élève qui m'a demandé, Brigitte m'a demandé par ailleurs. Par ailleurs est une transition. Il faut utiliser en réalité, en effet, car ça dit une catégorie de connecteurs d'explication. C'est bon? C'est-à-dire, vous tapez, vous êtes sur l'Internet, n'est-ce pas? Allez sur Google, vous tapez, n'est-ce pas, une liste de connecteurs d'explication. Ils vont vous donner une liste. C'est bon. Après, vous dites les connecteurs de transition. Maintenant, pour quitter l'argument à l'illustration également, on doit avoir des conclusions, des connecteurs. C'est-à-dire là, ce sont des connecteurs qu'on appelle des connecteurs introductifs. C'est-à-dire, on peut dire, comme par exemple, d'ailleurs, c'est ce qui a permis, n'est-ce pas, aux grands philosophes de l'Antiquité, à savoir Aristote, de considérer, là, vous êtes en train de tout simplement d'illustrer. Maintenant, pour faire la conclusion partielle, vous devez amener également des connecteurs qui, tout simplement, permettent de conclure. Il y a des connecteurs. Vous pouvez, en somme, oui, Khadija Diop, On peut aussi avoir ainsi. oui. Alors, il y a Fatima Thiam qui dit que, monsieur, est-ce que dans la première partie du développement, on peut développer deux idées comme, par exemple, deux arguments? Vous pouvez avoir un argument 1 et un argument 2. C'est pourquoi je vous dis, vous pouvez écrire le premier paragraphe argumentatif, expliquer, n'est-ce pas, jusqu'à illustration, jusqu'à faire conclusion partielle. Et après, vous, n'est-ce pas, vous vous attelez à l'argument 2, vous utilisez un connecteur comme à cet effet, n'est-ce pas, vous utilisez comme en outre, en d'autres termes, pour pouvoir, n'est-ce pas, garder la même idée. Oui, Astou Diouf. Monsieur, on peut dire en guise de conclure. Très bien, en guise de conclusion, lorsque vous faites la conclusion partielle. Très bien, très bien. C'est bon? Très bien. C'est ce qui compose un paragraphe argumentatif. Maintenant, ce qu'on va faire de manière très rapide, on va essayer, n'est-ce pas, de procéder à une explication. Alors, le fait de produire un paragraphe argumentatif, donc on va faire exemple de paragraphe argumentatif dans ce sujet. On va prendre un exemple de paragraphe argumentatif. Exemple de paragraphe argumentatif. On commence d'abord, n'est-ce pas, par l'idée directrice. Donc, idée. Je vous présente une idée par rapport à ce sujet. Oui, il y a Salah Diaw qui dit pour prendre en charge cette interrogation, nous allons, oui. Oui, Salah Diaw. Salah. Alors, on prend une idée directrice. On prend par exemple la philosophie. La philosophie. un problème. La philosophie est essentiellement, oui, la philosophie est essentiellement une quête. La philosophie est essentiellement une quête lucide, virgule, critique, personnelle et personnelle de la vérité. C'est bon? Là, c'est l'idée directrice qui rime avec la thèse, c'est-à-dire que la philosophie se développe quand des esprits libres, autonomes, placent la recherche de la vérité avant les prisons et les conformistes. On peut dire que donc la philosophie est essentiellement une quête lucide, critique, personnelle de la vérité. C'est une quête lucide, c'est-à-dire personnelle, qui ne se fie pas à ce que l'on nous dit. Et qu'est-ce reste à faire? Automatiquement, on amène un connecteur d'explication, comme je l'ai dit. On amène en effet. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On explique.
C'est bon? C'est comme ça qu'on forme un paragraphe argumentatif. En effet, la philosophie, en effet, la philosophie, la philosophie n'est pas, la philosophie n'est pas la philosophie n'est pas étymologiquement, la philosophie n'est pas étymologiquement la sagesse. Alors, virgule. La philosophie n'est pas étymologiquement la sagesse. La sagesse, c'est seulement le savoir. La philosophie, c'est étymologiquement amour de la sagesse. C'est pourquoi je dis que la philosophie n'est étymologiquement la sagesse, virgule, mais, mais, seulement l'amour de la sagesse. Alors, je dis que la philosophie n'est pas étymologiquement la sagesse. La philosophie ne signifie pas étymologiquement la sagesse. La philosophie vient de Philène et de Sophia, qui signifie manque, amour, de savoir. Donc, mais seulement l'amour de la sagesse. Je m'explique. C'est-à-dire, c'est-à-dire que l'essence de la philosophie, c'est-à-dire que l'essence de la philosophie, c'est-à-dire que l'essence de la philosophie est la recherche, l'essence de la philosophie est la recherche du savoir. L'essence de la philosophie est la recherche du savoir et non sa possession. C'est-à-dire que ce qui donne l'importance à la philosophie, ce n'est pas la possession de savoir, mais plutôt, n'est-ce pas, recherche. L'essence de la philosophie n'est pas une possession de savoir. L'essence de la philosophie est la recherche du savoir et non sa possession. Point virgule, point virgule. Le philosophe, le philosophe est plutôt, le philosophe est plutôt un pèlerin, un pèlerin. Le philosophe est plutôt un pèlerin de la vérité. Un pèlerin, c'est quelqu'un qui va à la quête. Le philosophe est plutôt un pèlerin de la vérité. Le philosophe est plutôt un pèlerin de la vérité. Et non, et non le propriétaire d'une quelconque, et non le propriétaire d'une quelconque certitude. Alors, le philosophe, c'est-à-dire que l'essence de la philosophie est la recherche du savoir et non sa possession. Le philosophe est plutôt un pèlerin de la vérité et non le propriétaire d'une quelconque certitude. Oui, monsieur, dès que vous aurez le temps, pouvez-vous mettre de brèves citations suivies d'explications dans le site, s'il vous plaît. D'accord, il n'y a pas de problème. Après, on va vous envoyer le courrier intégral. Dans le corrigé, tout est organisé avec des citations, entre autres. Mais là, je suis en train de vous montrer la démarche par laquelle vous devez penser pour persuader votre lecteur. C'est bon, votre correcteur. Ça dit que le philosophe est non un propriétaire de quelconque certitude, mais plutôt il est un pèlerin. Mais des points. J'ai fait un exemple de développement. D'accord. Peut-être. euh,
Peut-être, je ne sais pas si après on va voir par la plateforme comment vous pouvez faire pour avoir mon numéro et me l'envoyer par WhatsApp pour que je puisse vous corriger. Là, il m'a mis mon job. Après, je vous corrigerai. On va voir avec la plateforme comment faire pour m'avoir par WhatsApp, pour me joindre par WhatsApp. D'accord. Ainsi, ainsi, le philosophe, le philosophe n'accepte jamais les préjugés, les conforts. Le philosophe n'accepte jamais les préjugés et les conformismes. Le philosophe n'accepte jamais les préjugés et les conformismes, les préjugés et les conformismes reçus par la tradition, reçus par la tradition, car il n'est pas dans la, il n'est pas dans la morne assurance, il n'est pas dans la morne assurance, il n'est pas dans la morne assurance des savoirs établis. Il n'est pas dans la morne morne assurance des savoirs établis et il, il préconise, il préconise une démarche consciente, méthodique, une démarche consciente, méthodique, virgule, intellectuelle et surtout critique. Bon. Maintenant, on peut donner un exemple. C'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle on voit en Socrate, la raison pour laquelle on voit en Socrate, c'est la raison pour laquelle on voit en Socrate, mais dans parenthèse, 470, 399, en Jésus-Christ, c'est on voit en Socrate, le véritable, le véritable, le véritable père, le véritable père de la philosophie. On voit en Socrate le véritable père de la philosophie. Pour avoir annoncé, pour avoir énoncé, pour avoir énoncé cette affirmation. Cette affirmation suivante, le point, tout ce que je sais, tout ce que je sais, virgule, c'est que je ne sais, c'est que je ne sais rien. Comme le gars, mettez point. C'est l'idée, c'est l'idée exprimée, c'est l'idée exprimée par Karl Jaspers. C'est l'idée exprimée par Karl Jaspers. Deux points. L'essence de la philosophie
L'essence de la philosophie, l'essence de la philosophie, c'est la recherche de la vérité. L'essence de la philosophie, c'est la recherche de la vérité, non sa possession. Alors, on ferme les guillemets, on met pas. Une manière de dire, une manière de dire que le philosophe, une manière de dire que le philosophe, une manière de dire, une manière de dire que le philosophe ne se, une manière de dire que le philosophe, une manière de dire que le philosophe souhaite, souhaite une absence de réponse, souhaite une absence de réponse, souhaite une absence de réponse figée dans nos sociétés, l'absence de réponse figée dans nos quotidiens. C'est-à-dire absence de réponse figée dans nos quotidiens. C'est-à-dire que la philosophie ne veut pas des idées des idées des idées tout simplement qui sont limitées et qui s'expriment de manière définitive. C'est la raison pour laquelle, 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 oui, Mame Diarra Sourang, après je vais venir à votre production. Ndeye Maimouna, d'accord. C'est la raison pour Merci. laquelle, oui, Ndeye Maimouna, Carl Gaston, c'est l'essence de la philosophie. oui, Qu'est-ce qui l'essence suit de la, après? Carl se dit que l'essence de la philosophie, ce n'est pas la possession de savoir. L'essence de la philosophie, c'est la recherche de la vérité, non sans possession. L'essence de la philosophie, Non? l'essence de la philosophie, c'est la recherche de la vérité, Oui. non sa possession, non sa possession. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci. C'est bon, d'accord. Donc, c'est la raison pour laquelle le philosophe considère le sens commun comme un obstacle, comme un, considère le sens commun comme un obstacle, considère le sens commun comme un obstacle pour l'esprit. Alors, donc, on peut dire à à la lumière de notre analyse, nous retiendrons, nous retiendrons que la philosophie est une
est une réflexion libre et autonome, est une réflexion libre et autonome qui plonge, qui plonge le philosophe dans un, dans un, qui plonge la réflexion libre et autonome, qui plonge le philosophe dans une démarche critique afin, afin de se débarrasser, afin de se débarrasser de toute fausse certitude, de toute fausse certitude, de toute fausse certitude et de toute sorte de servitude qui ne relève, qui ne relève pas de la pensée. D'accord. Donc, on peut, on peut également, d'une manière un peu simple, faire un paragraphe. Là, c'est un seul paragraphe. C'est-à-dire que pour la thèse, je peux faire 2 paragraphes ou 3 paragraphes. Et dans le paragraphe, on doit y entendre, on doit y voir l'idée directrice, son explication, son illustration et sa conclusion partielle. Là, c'est ce qu'on a fait de manière très ramassée. Je vais relire ça de manière très rapide, vous allez voir. On a commencé d'abord, on a commencé d'abord On a commencé d'abord par dire que la philosophie est essentiellement une quête lucide, critique et personnelle de la vérité. Donc, si la philosophie est comme ça, elle se distingue du sens commun. En effet, la philosophie n'est pas étymologiquement la sagesse, mais seulement l'amour de la sagesse. C'est-à-dire que l'essence de la philosophie est la recherche du savoir et non sa possession. Le philosophe est plutôt un pleurant de la vérité et non le propriétaire d'une quelconque certitude. Ainsi, le philosophe n'accepte jamais les préjugés et les conformismes reçus par la tradition, car il n'est pas dans la morne assurance des savoirs établis. Et il préconise une démarche consciente, méthodique et intellectuelle, surtout critique. C'est la raison pour laquelle on voit en Socrate 479-390 le véritable père de la philosophie pour avoir énoncé cette affirmation suivante: tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est l'idée exprimée par Karl Jaspers, l'essence de la philosophie et la recherche, non sa possession. Une manière de dire que le philosophe souhaite une sens de réponse figée dans nos quotidiens. C'est la raison pour laquelle le philosophe considère le sens commun comme un obstacle pour l'esprit. À la lumière de notre analyse, nous retiendrons que la philosophie est une réflexion libre et autonome qui plonge le philosophe dans une démarche critique afin de se débarrasser de toute certitude et de toute sorte de servitude qui, qui ne relève, qui ne relève pas de la pensée, qui ne relève pas de la pensée. Monsieur, peut-on donner la citation de Descartes qui disait, je pense donc, oui, c'est pour montrer que la pensée est la base et l'élément, le facteur de départ de toute chose. Donc, je vais lire tout simplement l'esquisse de développement qui est fait par euh, Mame Diarra Sourang, qui dit, la philosophie est une perpétuelle, mettez deux LE en perpétuel, de la vérité. En réalité, elle ne met en avant En réalité, elle met en avant un esprit libre qui est autonome, capable de penser par lui-même et de justifier ses croyances. Autrement dit, elle utilise un esprit de remise en question ou un esprit de remise en question, un esprit qui brise l'évidence établie avant de rétablir l'ordre. Le philosophe est comme un briseur d'idoles.
car il n'adhère jamais aux principes sociaux sans douter d'abord. Il, il, il est différent de l'homme du sens commun. Il est différent de l'homme du sens commun qui accepte tout sans la moindre réfutation. Il se conforme aux normes sociales pensant qu'il détient la vérité. Or, il est l'illusion, il détient de fausses certitudes. C'est la même qu'on retrouve chez Jankelevitch qui affirme philosophie revient à ceci, se comporter à l'égard de l'univers comme si rien n'allait de soi, c'est-à-dire d'adopter une attitude critique à l'égard du monde. Alors, monsieur, c'est le paragraphe que j'ai essayé de développer. Oui, c'est bien, mais il faut qu'on y aille au bout, essayer de faire la conclusion partielle. Alors donc, chers élèves, chers apprenants, on a essayé, n'est-ce pas, d'élargir le sujet. À la fin du cours, pouvez-vous montrer jusqu'en haut et redescendre doucement pour nous permettre de photographier? Oui, ça sera disponible dans la plateforme, même sans les captures d'écran, ça sera disponible dans la plateforme. Sinon, on va permettre de voir ça de manière très rapide. Il veut faire une capture d'écran. D'accord. De manière très rapide, on va prendre 30 secondes ou 15 secondes par page afin que vous puissiez faire la capture d'écran. Il y a un message à ajouter. Merci, j'ai bien compris. Ça a été génial. Je vous en prie.